Bien, mesdames et messieurs, bonjour. Mélanie Bénard-Croza, je suis donc la rédactrice en chef de Sécurité Défense Magazine et j'ai le plaisir de vous accompagner cet après-midi. Cette dernière ligne droite de cette très belle édition des 20 ans des Assises sur une thématique ô combien d'actualité, où on va donc parler des enjeux de souveraineté. Alors c'est un sujet qui a été abordé sous différents aspects tout au long de cette édition des Assises. Et cet après-midi, on a le plaisir d'avoir à nos côtés deux parlementaires qui sont donc membres de la toute nouvelle mission d'information Bâtir et promouvoir une souveraineté numérique nationale et européenne, qui est donc évidemment le titre de cette session. Et on va donc pouvoir échanger avec eux sur les enjeux de cette mission, après de nombreux travaux qui ont déjà été conduits au sein du Sénat, au sein de l'Assemblée nationale. Donc on verra effectivement les contours de cette nouvelle mission, des ambitions assez fortes pour une mission d'information d'envergure qui s'inscrit évidemment dans un contexte complexe. Alors la souveraineté, on en parle évidemment depuis déjà longtemps. Les actions sont attendues, étaient attendues et seront attendues clairement sur ce sujet parce qu'il est évident qu'on en parle beaucoup mais finalement on en fait assez peu. On va aborder évidemment la dimension européenne qui est absolument essentielle puisque c'est bien à l'échelle de l'Europe qu'il faut penser cette dimension et puis évidemment la question de la dépendance que l'on a pu voir exacerbée pendant la pandémie de la Covid-19 où on a vu effectivement notre dépendance, alors évidemment d'un point de vue médical sur du matériel et donc des connexions fortes avec la Chine notamment et les États-Unis, mais le pendant numérique est évidemment vrai avec une dépendance aux plateformes extra-européennes qui posent un certain nombre de sujets avec évidemment des éléments sur lesquels on reviendra au niveau politique. Et donc des décisions politiques ou des discours qui peuvent être parfois dissonants et sur lesquels on espère que messieurs les députés apporteront un éclairage, à tout le moins votre vision de ces sujets. Donc j'ai le plaisir d'avoir donc à mes côtés Philippe Latombe, député de la Vendée. Donc vous êtes membre de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et donc de l'administration générale et vous êtes le rapporteur de la mission d'information dont je parlais. Et donc avec moi également Jean-Michel Miss, député de la Loire. Vous êtes membre de la même commission des lois constitutionnelles et vous êtes donc le vice-président de cette mission d'information sur laquelle je vous propose que l'on revienne et que vous partagiez peut-être déjà avec les personnes qui sont avec nous cet après-midi les échéances, le rôle de cette mission. On parle de souveraineté numérique ici, on parle beaucoup de cybersécurité, c'est un des pans, mais ça n'est évidemment pas le seul qui va être abordé dans cette mission. Et peut-être expliquer, en tous les cas éclairer, quel va être le rôle concret de cette mission avec des recommandations fortes qui seront attendues, à quelle échéance, et comment est-ce qu'elle s'inscrit dans les travaux qui ont déjà été conduits par les parlementaires, sénateurs et députés, puisque beaucoup de travaux ont été faits sur l'extraterritorialité, sur les plateformes numériques, etc. Donc quel est le rôle, quel est l'intérêt, en tous les cas, de cette nouvelle mission d'information ? Je vais peut-être commencer. Bonjour à tous. Alors, pour être très concret, cette mission, c'est une mission complètement transpartisane. C'est-à-dire que dans la mission, il y a tous les groupes politiques. Le président de la mission est un président issu de l'opposition. J'en suis le rapporteur issu de la majorité, mais tous les groupes politiques sont représentés et la plupart des membres sont les députés qui sont les plus au fait de ces sujets. Et c'est vrai qu'on travaille ensemble depuis maintenant quasiment 3 ans et demi, on se connaît tous et on cherche à avoir un vrai groupe de travail au-delà simplement de la mission, c'est vraiment ça. Mission qui est très large puisqu'elle parle de souveraineté nationale et européenne. Ce qui fait que le sujet étant large, il faut que la durée soit large. Et donc on a une mission qui va durer 1 an. Elle a commencé formellement le 1er juillet 2020 et elle doit rendre son rapport pour la fin juin 2021. Avec des points d'étape qu'on s'est fixés dans le cadre du groupe de travail, et on pourra en reparler avec Jean-Michel, mais l'idée c'est de commencer par faire des auditions en ce moment très larges pour être sûr de balayer l'ensemble des champs, et on y reviendra, pour arriver sur des auditions beaucoup plus techniques dans la deuxième phase, pour arriver à mars à avoir non pas un pré-rapport, mais en tout cas avoir les grands axes et les premières propositions qui en découlent, pour pouvoir les échanger entre nous, les confronter ensuite avec des spécialistes pour voir comment est-ce qu'on peut les mettre en pratique. L'idée étant que le rapport
à l'arrivée, ne soit pas, et c'est ce que j'ai l'habitude de dire, donc il faut le prendre comme il est, c'est pas un rapport qui est fait pour caler des portes. L'idée, c'est d'arriver avec quelque chose de très concret et de très, très opérationnel à l'issue du rapport. C'est-à-dire que c'est pas un rapport de description, ce sera un rapport de proposition, et de proposition écrite. L'idée étant que ces propositions écrites, déjà formulées éventuellement en langage juridique ou en propositions économiques, puissent être directement embarquées soit dans des projets de loi gouvernementaux, soit dans des propositions de loi que les députés pourraient avoir à emmener de leur propre initiative. Je donne un exemple, et puis on y reviendra, mais c'est notre marotte à Jean-Michel, il l'appelle son fétiche, moi c'est une marotte. La blockchain, très clairement, on a une question sur la valeur probante de la blockchain en droit français. Donc il faudra qu'on arrive à écrire quelque chose sur ce sujet-là, c'est d'une quasi-évidence. Mais tous les sujets sont posés, je vais laisser Jean-Michel éventuellement les détailler, mais on va partir à la fois du matériel, pour aller jusqu'à des usages et comment est-ce qu'on peut transcrire en droit français les usages pour les rendre opérants. Donc on a commencé aussi des auditions sur, par exemple, le matériel, les puces des ordinateurs, comment est-ce qu'on fait avec la fameuse question d'ARM et du rachat d'ARM par NVIDIA. On pourra y revenir si vous le souhaitez. Jean-Michel, tu veux peut-être... Oui, je ne sais pas si ça fonctionne, oui. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup, Mélanie, de cette proposition d'animer sur ce thème de la mission, cette réunion aujourd'hui qui correspond en fait à un enjeu qu'on a tous en tête depuis déjà assez longtemps. Évidemment, beaucoup de missions ont eu lieu soit au Sénat et soit à l'Assemblée nationale, et on n'a pas vocation ni la prétention à imaginer qu'on pourrait sortir des idées forcément très différentes de ce que d'autres collègues ont pu mener. L'avantage que présente cette mission, comme l'a rappelé Philippe, c'est que justement, pour une fois, cette mission présente un caractère transversal et donc engage d'une certaine manière l'ensemble des groupes parlementaires de l'Assemblée nationale et permet de travailler avec un regard convergent, peut-être pas commun à la fin, mais en tout cas convergent, sur un sujet qui, pour l'instant, est un peu une forme de serpent de mer ou de mot valise qui est utile d'utiliser parce que c'est bien de parler de souveraineté et de souveraineté technologique, donc de souveraineté numérique, mais pour autant, ça suppose quand même que, au cours de la mission, et c'est pour ça que ces auditions un peu larges ont aussi vocation à comprendre de quoi on parle, quels sont les enjeux qui se cachent derrière ce mot de souveraineté numérique. C'est un vrai sujet, en France bien évidemment, mais on a bien compris que l'ère de jeu est plus vaste que l'espace national si on veut aborder sérieusement la question, et c'est pour ça que cette mission adresse directement les enjeux au niveau national et au niveau européen. On a un programme d'audition qui d'ailleurs n'est pas établi à l'avance, parce que je crois que l'intérêt, c'est que, comme nous avons le temps devant nous, c'est que au fil de l'eau, en marchant, on aura l'opportunité de voir quels sont justement les points qui méritent d'être approfondis, et donc c'est important de laisser de la souplesse dans une mission qui est assez longue, et dont, effectivement, nous avons l'ambition commune de ne pas en faire une énième revue générale sur la question, mais plutôt d'avoir un outil qui permette, à la fin de la mission, d'implémenter, soit dans des propositions de loi ou des projets de loi qui seront amenés à être débattus au second semestre 2021, des éléments de réponse pour que les entreprises, en premier lieu, qui sont les principales concernées par les décisions qu'on peut prendre, puissent trouver des réponses aux questions qu'elles se posent aujourd'hui. Donc on adresse évidemment les champs technologiques, c'est normal dans leur dimension hardware ou logiciel, parce qu'on a bien compris qu'on a un certain nombre de briques qui concourent à la mise en place de cette souveraineté numérique. Moi, j'ai pas, alors je parle plus à titre personnel, j'ai pas l'ambition, je pense que ce serait irréaliste, il y a eu des essais, je pense qu'il faut aussi tenir compte de l'expérience. Je ne pense pas que l'idée, ce soit de développer dans chaque segment aujourd'hui des différentes briques qui constituent cette souveraineté numérique, de nouveaux outils. On ne va pas se relancer dans des concurrences à vouloir forcément, je crois que ça a été fait, on voit ce que ça donne, refaire mieux que d'autres ce qui existe déjà et qui aujourd'hui adresse 70 ou 80% du marché. L'idée, c'est de voir ce qui se fait
à l'état de l'art aujourd'hui en France et qu'on pourrait justement permettre de faire upscaler pour atteindre une dimension qui leur permette d'atteindre le marché européen et le marché international. Ça, c'est un vrai enjeu. Comme le dit souvent, il l'a dit avant-hier Guillaume Poupard, quand on parle de souveraineté numérique, on a le droit de faire peut-être un peu plus cher que les autres, mais on n'a certainement pas le droit de faire moins bien. Et donc je pense que ça, c'est un enjeu d'excellence qu'on doit fixer aussi dans la mission. Notre volonté, en tout cas la mienne, n'est pas de faire du nationalisme ou du protectionnisme bête et méchant, c'est d'identifier nos points forts, d'identifier les coopérations qui peuvent avoir lieu, comment on peut justement, en étant à l'échelon européen notamment plus solidaire et avec des regards croisés et des vraies coopérations, porter les enjeux qui peuvent être communs et adresser justement la concurrence internationale sur un plan qui nous permette d'être compétitifs. Donc, évidemment, au-delà des échelons techniques et des échelons logiciels, on a parce qu'on parle souvent du numérique de manière un peu éthérée, en parlant des usages, bien évidemment, en parlant d'un système qui serait un peu virtuel. Mais dans le numérique, évidemment, il y a de l'infrastructure, donc que ce soit des installations terrestres, des installations qui sont aujourd'hui très, très adressées par le privé, les Américains, SpaceX, au-delà du plaisir d'aller sur Mars. L'idée, c'est quand même de déployer aussi des réseaux de télécommunications qui soient concurrents directement de ce qu'on peut faire en Europe. Et je crois que ça fait partie des enjeux qu'on doit aussi envisager dans cette mission. Le New Space est vraiment un enjeu majeur des années qui viennent. C'est un enjeu qui a été un peu sous-estimé. Je pense qu'on doit vraiment travailler sur les infra, que ce soit les câbles sous-marins, les réseaux terrestres, les réseaux satellitaires. Voilà un champ de traitement. Évidemment, quand on parle de numérique, et c'est pas à Monaco qu'on va dire le contraire, on parle de cyber, donc évidemment, c'est un peu le corollaire de travailler sur cette mission, c'est aussi de voir de quelle manière on peut avoir du moins un regard sur l'écosystème cyber et voir aussi de quelle manière on peut l'accompagner. C'est un enjeu de territoire, on en a vu tout à l'heure. On a aussi des élus locaux, on a des territoires qui ont des ambitions sur le numérique, et on doit aussi être capable, tout ne doit pas venir forcément ni de l'Assemblée nationale ni d'ailleurs, on doit aussi être capable d'identifier nos points forts sur les territoires et de voir de quelle manière ces territoires collaborent déjà d'ailleurs avec d'autres territoires à l'international. Ça fait aussi partie des enjeux qu'on a devant nous. Puis on a un enjeu évidemment de régulation, donc législative ou économique ou fiscale, sachant que je pense qu'il faut l'idée n'est pas de produire du texte. Moi, j'ai pas forcément envie une fois de plus de faire une loi supplémentaire. Tout ce qui peut se faire de manière réglementaire m'ira très bien. Et je pense que ce que demandent en partie les entreprises, c'est d'abord qu'on les laisse expérimenter, qu'on ouvre un droit à l'expérimentation, qu'on ouvre un droit, un cadre assez général qui permette de travailler. Ensuite, avec une régulation qui peut venir ensuite. Mais l'idée, en tout cas, ne me semble pas être celle de faire un texte ou des textes, en tout cas, qui contraindraient avant même d'avoir commencé à travailler sur les sujets. C'est un enjeu de faire attention. On est dans un sujet fragile et il faut que les entreprises n'aient pas, en plus de ce qu'elles ont à faire pour développer leur savoir-faire intrinsèque, qu'elles passent leur vie, comme ça peut être le cas aujourd'hui, à remplir des dossiers et à aller chercher des fonds, même si, je crois qu'on doit le dire aussi, on est dans une période où je pense qu'on a une capacité, qu'elle soit française ou européenne, mais on y reviendra plus tard, à avoir des crédits qui sont disponibles. Et je pense qu'on doit faire en sorte que ces crédits soient accessibles, notamment aux entreprises de taille intermédiaire, parce que c'est là que ça pose problème. On a une phase qui va bien pour les startups au début. On a des grands groupes qui sont capables de travailler, mais je pense qu'on a besoin d'aider un certain nombre d'entreprises à passer à l'échelle et à attaquer le marché d'un point de vue industriel. Et là, il y a certainement des maillons, et la mission compte bien travailler pour qu'on identifie de quelle manière on peut être utile de ce point de vue-là. Merci beaucoup Jean-Michel. Alors il y a effectivement dans ce que tu évoquais, on sent bien que finalement, et d'ailleurs c'est ce que disait Thomas Courbe de la DGE il y a quelques semaines, c'était au mois de septembre, sur cette véritable politique industrielle qu'il faut absolument mettre en œuvre, et donc une stratégie de puissance
qu'il va falloir assumer si on veut que cette troisième voie européenne puisse effectivement émerger. Comment est-ce qu'on peut développer cette souveraineté technologique ? Alors il y a plusieurs propositions qui sont faites par les acteurs de l'écosystème. Est-ce que par exemple le fléchage de la commande publique vers des PME, des ETI, dont tu parlais Jean-Michel, qui ont absolument besoin, non pas de subventions, mais bien de commandes pour effectivement avancer et pouvoir passer à l'échelle pour adresser ensuite des marchés de la taille effectivement européenne et internationale, mais surtout qui permettent de rentrer en compétition au bon niveau avec des acteurs notamment américains, chinois ou israéliens. Oui, moi je suis convaincu que au-delà de la commande publique elle-même, la manière dont on travaille sur les cahiers des charges justement dans le cadre européen, puisqu'on a aussi des règles à respecter, mais comme par hasard, on a des pays qui sont proches de nous, qui ont les mêmes règles à respecter, comme l'Allemagne, qui arrivent en général à favoriser de manière plus large que nous leur écosystème. Ça veut dire qu'on a peut-être du travail à faire dans ce domaine-là, que ce soit d'ailleurs au niveau de l'État ou au niveau des collectivités locales, puisqu'ils sont aussi évidemment amenés à passer en proximité et qui connaissent bien leurs entreprises des marchés. On doit certainement travailler sur ces notions de marché public, parce que quand on regarde les volumes qui sont en jeu aujourd'hui sur, en gros, les 200 milliards d'euros que représente l'économie numérique, on en a quand même plus de 70 milliards qui est consacré, une fois qu'on a mis de côté la vente en ligne et évidemment le e-commerce, on a des logiciels dans le domaine de la souveraineté, et on a seulement 16 milliards d'euros qui sont adressés par des entreprises françaises sur ces 70 milliards, et le reste étant capté par des entreprises qui sont d'une manière ou d'une autre liées à des grands opérateurs américains essentiellement ou d'autres pays. Donc on doit quand même être capable de renverser un tout petit peu cet écart qui me paraît quand même totalement disproportionné, et au moins redresser les choses. Ça veut dire qu'on a une capacité dans l'écosystème à faire. Moi, je pense qu'on a aujourd'hui beaucoup de ressources qui, malheureusement, pour des raisons parfois culturelles, on préfère travailler avec des groupes qui sont pas forcément français, qui sont pas forcément émergents, parce que il y a des habitudes de prise, il y a une certaine facilité. Au-delà de la réglementation et au-delà de l'aspect économique, il y a quand même aussi un aspect culturel. Et je pense qu'on doit retrouver cette capacité à être audacieux dans la commande publique. On doit veiller à être prudent, parce qu'évidemment, on a une culture de prudence qui fait qu'on ne commande pas n'importe quoi, évidemment, mais je pense quand même que entre les deux, il y a matière à retrouver un peu d'audace dans la manière de faire, parce que quand on regarde un peu ce qui se passe à l'étranger, moi j'ai eu la chance il y a 2 ans d'intervenir au CES gouvernemental à Las Vegas, c'est-à-dire la partie non pas consumer grand public, mais la partie où les administrations américaines viennent faire leur marché auprès des entreprises émergentes. Effectivement, la problématique du B2G, du business to government, est vraiment extrêmement importante. Les marchés publics là-bas, quand on voit la manière dont Amazon s'est construit, dans la manière dont Tesla s'est construit, dans la manière dont Palantir s'est construit, on voit bien que c'est à travers des commandes long terme, pas one shot. On met en place une technologie, on se dit voilà, quelles sont les innovations de rupture qui vont avoir lieu, quelles sont celles qui sont identifiées comme stratégiques, et ensuite on a des administrations qui portent cette stratégie, qui portent cet investissement sur des périodes longues, et comme par hasard, après, on s'étonne d'avoir des leaders mondiaux sur des marchés. C'est non pas parce qu'ils ont un talent supérieur au nôtre, parfois même les technologies qui sont mises en œuvre ne sont pas forcément toujours à l'état de l'art, contrairement à ce qu'on pourrait penser, mais par contre, l'effet de masse, le rayonnement de ces entreprises ensuite, le marché intérieur, bien évidemment, qui les nourrissent, font qu'elles deviennent de facto un leader du marché. Et je pense qu'on doit réfléchir à ça. Il faut que l'État, alors pour le coup, pour la puissance publique, s'interroge quand on a des commandes importantes. Il y a un débat qui fait jour aujourd'hui, on y reviendra aussi peut-être. Il faut qu'on rapatrie chez nous, quand je dis chez nous, ça veut dire au moins dans l'espace européen, un certain nombre d'éléments dont on identifie qu'ils sont, d'un point de vue de souveraineté, justement, des éléments long terme et des éléments sur lesquels on a envie d'avoir à la fois les ressources, la compréhension des sujets, mais les ressources et les infrastructures chez nous. Merci beaucoup. Jean-Michel, peut-être un mot complémentaire ? Oui, pour compléter, très clairement, on a une question sur la commande publique.
et on a une divergence jusqu'à présent européenne sur ce qu'était la commande publique et comment est-ce qu'on pouvait l'organiser. Les choses ont l'air de changer un petit peu. On a auditionné dans le cadre de la mission la commissaire en charge de l'innovation, qui est bulgare, et elle a vraiment l'objectif et elle a changé sa façon de voir. Et on sent qu'au niveau de l'échelon européen, il y a effectivement une volonté maintenant de se dire qu'on ne peut pas simplement avoir des règles de libre-échange, de liberté totale, mais qu'il faut à un moment ou à un autre qu'on arrive à plutôt protéger notre propre économie, notre propre écosystème, et qu'il va falloir changer les règles. Alors avec les règles de l'unanimité, ça peut prendre un peu de temps, mais les choses commencent à bouger. Ça ne bougera de toute façon que si on est bien d'accord sur ce qu'on met derrière le mot souveraineté. Et il faut qu'on soit tous d'accord dans le cadre de l'Union sur ce que veut dire le mot souveraineté. Et vous avez parlé de troisième voie qui est la voie européenne. Je pense que c'est ça qui peut nous aider. C'est dire on ne veut pas être isolationniste comme peuvent l'être les Chinois. On ne veut pas être hégémonique comme le sont les Américains, avec l'extraterritorialité à outrance, etc., ce qu'un certain nombre de pays européens n'accepteraient pas. Mais il faut qu'on ait de l'autonomie stratégique. Et l'autonomie stratégique, ça veut dire qu'il faut qu'on puisse opérer nos choix quand on en a besoin. Et en ce sens-là, politiquement, on a eu alors c'est une chance ou une malchance, mais Trump et la décision de Trump vis-à-vis des Chinois est un révélateur qui a commencé à faire froid dans le dos à beaucoup de pays européens et qui fédère aussi sur l'idée qu'il faut qu'on puisse avoir une zone européenne qui s'organise pour justement passer des commandes à des entreprises européennes qui sont en capacité de pouvoir ensuite rester dans le cadre de cette autonomie stratégique. Et donc ça sera, mais ça permettra peut-être de faire la transition sur la partie européenne, mais la plupart des commissaires européens qu'on va auditionner sont plutôt sur cette ligne-là. Gaia X, c'est ça. L'idée que Breton a annoncé de pouvoir développer des satellites un peu comme le fait SpaceX, c'est effectivement la possibilité d'avoir cette autonomie. Avec beaucoup de retard, on l'avait fait avec le GPS. On n'avait pas de système de positionnement, il y avait les Chinois qui en avaient un, les Russes en avaient un, les Américains en avaient un, et on utilisait tout le monde. Bon, il a fallu qu'on en construise un, parce qu'à un moment ou à un autre, si on nous coupe l'accès au positionnement par satellite, on ne peut plus rien faire. Bon. Et ben, il faut qu'on puisse le faire dans le champ de l'ensemble des technologies du numérique, qu'elles soient hardware ou software. Sur ce plan justement européen, et donc c'est une mission qui va, on va dire, découvrir le champ européen et voir avec quels États, effectivement, on peut bâtir aussi cette souveraineté. On voit bien qu'il va falloir fédérer, et ça n'est évidemment pas la chose la plus simple. Est-ce que vous envisagez justement des échanges, des rencontres avec, évidemment, les commissaires européens, vous l'avez dit, mais avec des États, et notamment les plus petits ? Parce qu'on voit bien la puissance que peuvent avoir les plus petits pays. D'ailleurs, c'est un sujet où voilà, on est au cœur de la principauté, donc c'est un sujet qui est plus que d'actualité. Ici, on sait effectivement, et on voit bien la puissance que Monaco a pu mettre dans son développement, dans sa transition numérique. Est-ce que se rapprocher de plus petits pays européens pourrait permettre d'aller plus vite que d'autres États que l'on cite régulièrement, avec lesquels on voit que ça reste très compliqué ? Alors, oui, je pense qu'il faut qu'on puisse s'inspirer de ce que font les petits États, au bémol près qu'on ne pourra pas transposer directement ce que font les petits États à des pays de taille comme la France, l'Allemagne, l'Italie, sans avoir à traiter deux choses. La première, c'est qu'est-ce qui peut être du niveau européen et qu'est-ce qu'on doit laisser à l'Union comme chef de file et qui va l'imposer parce qu'ils ont des outils juridiques qui sont beaucoup plus rapides. Quand ils sont mis en œuvre. Alors, ils sont très longs dans leur conception. Il faut le trilogue, donc il faut une discussion systématique entre la Commission, les pays et le Parlement. Mais une fois que la directive est adoptée, la transposition est beaucoup plus rapide puisqu'elle impose un certain nombre de critères. On l'a vu avec le RGPD, par exemple. Donc, il y a une partie qui doit être au niveau européen. Et puis ensuite, il y a des choses pour lesquelles on doit pouvoir bâtir des coopérations pour transposer des choses qui marchent de petits pays, le Luxembourg, Monaco, par exemple, sur les pays comme la France, avec l'aide d'autres grands pays, comme l'Italie ou l'Allemagne, pour lesquels il y a aussi des réflexions qui sont engagées. Et là, on peut obtenir, mais ça peut être des coopérations qui sont variables, à géométrie variable. Une fois avec l'Allemagne, parce qu'on a un intérêt commun, une fois avec la Belgique, parce qu'on a un autre intérêt à ce moment-là. Et ça, clairement, ça fait partie des choses qu'il faut que nous puissions segmenter pour ne pas produire trop de textes,
qu'on a besoin aussi d'éviter l'inflation législative, voir ce qu'on peut faire au niveau réglementaire, et surtout arriver à quelque chose qui soit efficace. C'est qu'on parte de qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce que les gens nous demandent, qu'est-ce que les entreprises nous demandent, qu'est-ce que l'écosystème nous demande, et qu'on fasse ça en sens inverse, en essayant de faire une conception la plus minimaliste possible en termes de réglementation, mais très efficace. Peut-être, Jean-Michel, un point, parce que j'aimerais qu'on puisse garder quand même un temps d'échange et répondre aux questions de la salle. Tu l'as évoqué tout à l'heure, un sujet effectivement qui appelle à la fois à débat, mais surtout à peut-être une prise de conscience et en tous les cas une vision et un courage politique, des décisions qui sont à prendre. On voit que c'est en train de bouger. Évidemment, je pense au Health Data Hub et à nos données de santé. Confiées notamment à Microsoft, mais c'est pas le seul exemple. On a Palantir avec les données du renseignement français, les données BPI France, donc sur les prêts accordés aux entreprises confiées. Donc cette fois, alors on varie un peu, mais c'était à Amazon Web Services. Bref, je m'arrête là parce que la liste pourrait être un petit peu longue. L'idée, on voit le Health Data Hub, on commence à faire marche arrière. L'avis de la CNIL, Cédrico qui s'exprime. On se dit que ça va dans le bon sens, mais concrètement, on voit bien que l'écosystème commence à s'agiter en se disant, on parle beaucoup de souveraineté et en même temps, on prend des actions qui ne vont pas tout à fait dans le même sens que les discours. Oui, je pense qu'on a une volonté d'aller dans le sens, effectivement, d'une plus grande souveraineté ou au moins d'une plus grande défense de nos intérêts stratégiques au niveau français et européen. Pour autant, on est quand même lié par les accords qu'on a déjà conclus. La problématique du Health Data Hub, de mon point de vue, il y a deux problématiques. Une problématique purement technologique. Est-ce que effectivement, par rapport au cahier des charges qui était défini, est-ce qu'on est en capacité aujourd'hui de répondre à la demande, non pas en stockage d'informations, mais en capacité de traitement? Est-ce qu'on est capable d'avoir les outils qui nous permettent d'analyser les données du Health Data Hub, par exemple, pour faire tourner de l'IA sur la crise Covid? Est-ce que ça, on peut le faire? Aujourd'hui, objectivement, la réponse était quand même plutôt non. Donc il faut quand même aussi avoir des lucidités par rapport à ça. Deuxièmement, sur le stockage proprement parlé, le sujet du Health Data Hub renvoie aussi aux accords généraux sur le commerce qu'on a signés. Lorsque les accords sur le Small Business Act ont été faits au niveau américain, l'Europe n'a pas posé de contrepartie en face de cette demande américaine. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on se trouve un peu démunis par rapport à ça. Donc je pense qu'on ne peut pas non plus vouloir refaire le match alors que les règles, on les a. Alors quand je dis on, c'est d'une manière générale, il y a une continuité de l'État, des institutions. Il ne s'agit pas de remettre en cause quiconque, mais en tout cas, c'est des décisions qui ont été prises et qui nous lient aujourd'hui. Donc, il faut voir de quelle manière on peut travailler avec ces règles constantes pour améliorer les choses. Deuxièmement, c'est vrai que on s'est tous réjouis. D'une certaine manière, ça a posé question la décision de la CNIL, mais si on regarde bien la décision du Conseil d'État, pour autant, elle n'a pas suspendu, en référé, elle n'a pas suspendu le Health Data Hub, parce que de toute manière, on aurait fait quoi si le Conseil d'État avait décidé de suspendre du jour au lendemain le contrat avec Microsoft. Et la question qui est sous-jacente, c'est de se dire, ok, très bien, on sort du Cloud Act, on remet chez nous des données qu'on considère effectivement essentielles dans un opérateur qui soit français ou européen, mais quid de cet opérateur le jour où lui, compte tenu de la taille qu'il aura, souhaite adresser le marché international en dehors de l'espace européen? Ça veut dire que l'opérateur en question pourrait se poser la question de savoir si, pour le reste de ses activités, pour lequel il sera toujours soumis au Cloud Act, est-ce que ça vaut vraiment le coup de se lancer sur ce marché du Health Data Hub si ça lui interdit l'accès plus généralement au marché mondial? Donc ça, c'est une vraie question, parce qu'une fois qu'on a parlé... C'est pour ça que tout à l'heure, quand je parlais de souveraineté, je ne parlais pas ni de protectionnisme ni de nationalisme, parce que je pense que dans un monde numérique aujourd'hui, vouloir ambitionner d'avoir une vision hexagonale de la souveraineté me semble non seulement illusoire, mais même dangereuse, parce que ça reviendrait à éventuellement accepter des technologies un peu qui ne seraient pas à l'état de l'art. Et je pense que concrètement, si on veut développer nos entreprises, on ne peut pas s'autoriser à cela. Donc il faut avoir une vision beaucoup plus, peut-être beaucoup plus pragmatique. On l'a vu avec l'échange qu'on a eu avec M. Ginta par ailleurs.
trouver les bons opérateurs, trouver les conditions pour assurer malgré tout la souveraineté des données, parce que aujourd'hui le traité européen, le CK de 2020, c'est plus le charbon, hein, c'est la donnée, la ressource. Donc il faut qu'on ait cette même réflexion, réfléchir un peu de la même manière, voir en subsidiarité au niveau européen ce qu'on peut faire mieux ensemble, ce qui n'est pas pertinent forcément de vouloir faire de manière forcément tout le monde au même rythme, et puis effectivement permettre qu'on développe des acteurs de premier plan, tout en veillant, en faisant à ne pas les contraindre à exercer leur activité de manière peut-être un peu localisée, on va dire. Merci beaucoup. Oui. Je voulais rajouter, c'est là où vous allez voir que dans la majorité, on n'est pas forcément toujours d'accord. Pour moi, la souveraineté nous a été rappelée par la décision de la Cour de justice de l'Union. C'est la Cour de justice de l'Union européenne qui a invalidé le Privacy Shield, qui nous a rappelé que nous n'étions pas dans le cadre de la politique que nous affichions, en tout cas dans les mots. Et clairement, sur le HDH, il y a deux choses que moi je retiens. La première, c'est que on a dit pour un certain nombre d'entre nous, et c'est là où on n'est pas tout à fait d'accord avec Jean-Michel, on a dit très rapidement, très tôt, que le choix de Microsoft sans appel d'offres ne nous allait pas. Et on a alerté le gouvernement à plusieurs reprises. Que le Conseil d'État, en référé, qui est le juge de l'urgence et de l'évidence, mais de l'urgence en l'occurrence, dise oui, mais on a peut-être un problème, c'est qu'on n'a pas prévu la suite, mais on est rassuré par le fait que le secrétaire d'État nous a dit qu'on allait le rapatrier. Ça permet aussi d'expliquer une partie de la décision. Et clairement, aujourd'hui, c'était un coup de tonnerre. Et ce coup de tonnerre-là, il a fallu qu'il soit donné par le rapport de la CNIL, qui ouvre, parce qu'il faut le relire, le rapport de la CNIL, il ne parle pas simplement du HDH. Il ouvre en disant qu'il y a d'autres domaines de l'État sur lesquels la CNIL pourrait commencer à regarder. Un exemple, on en a discuté hier soir avec certains d'entre vous, le monde de l'éducation. On a confié quand même beaucoup de choses du monde de l'éducation à des grands opérateurs, qui sont des opérateurs américains, et notamment un certain nombre de données qui concernent les mineurs, qui sont des données que nous devons protéger au titre du RGPD, encore plus que d'autres. Bon. Donc clairement, la CNIL, la Cour de justice, nous contraigne aujourd'hui à nous remettre en phase avec les mots que nous avons. Et donc c'est là où nous allons avoir à remettre notre droit dans le bon chemin, et qu'on puisse avoir, par exemple sur la HDH, une procédure d'appel d'offres, qui soit une procédure d'appel d'offres classique, normale, et qui soit bien en conformité avec ce que nous a dit la Cour de justice de l'Union. Et ça, il va falloir qu'on soit très pragmatique sur ce sujet-là. Et oui, il faudra très certainement avoir un moment à s'expliquer avec un certain nombre de pays qui ne veulent pas rentrer dans ces procédures d'appel, dans ces modifications des procédures d'appel d'offres, parce qu'ils ont des intérêts stratégiques et des amitiés particulières avec notamment les Américains, et qu'on construise des géants européens. Bon, on verra ensuite comment est-ce qu'ils feront comment ils s'adresseront au marché mondial, mais qu'ils soient d'abord très forts au niveau européen, et ensuite on s'occupera de ce sujet-là. Enfin, c'est un peu comme ça qu'il faut, à mon sens, voir les choses. Construisons d'abord des géants européens, on verra après ce qu'on peut en faire au niveau mondial. Oui, on a un problème d'extraterritorialité américain, il faudra qu'on le règle aussi, et on ne le réglera pas simplement avec du droit, on va le régler aussi avec la montée en puissance d'acteurs qui sont en capacité de contrebalancer le pouvoir des Américains ou des Chinois, parce qu'il ne faut pas oublier l'extraterritorialité chinoise qui est un peu plus sournoise que américaine, que celle des États-Unis. Mais voilà, ça fait partie des sujets qu'on va avoir à traiter dans le cadre de la mission, qui va être aussi, et je reviens sur la première question, un méta-rapport. C'est-à-dire qu'on ne va pas réinventer des rapports qui ont déjà été faits récemment, parce que ça ne sert à rien de refaire le boulot deux fois. Il faut qu'on soit pragmatique. Il y a des propositions qui ont été faites dans d'autres rapports, qui sont de bonnes propositions, on va les prendre et on n'aura pas besoin de réexaminer l'ensemble de ces sujets-là. Donc on va faire un méta-rapport sur un certain nombre de sujets. Merci beaucoup. Alors je vous propose qu'on prenne peut-être une ou deux questions avant de terminer. Oui, monsieur. Effectivement, on parle de l'éducation, on parle des données, mais il y a aussi des outils qui nous forcent à donner nos données dans le cloud. Office 365, qui finalement n'est que du cloud, et qui est un monopole qui nous oblige en fait à donner nos données. C'est un sujet important parce que au-delà on verra l'appel d'offres, il est lancé, on verra la réponse pour le Health Data Hub d'ici quelques temps. On verra qui gagne le marché. Pour répondre à votre question, je pense qu'il y a un vrai sujet, c'est la réversibilité.
Dès lors qu'on accepte de faire pendant un bout de chemin ensemble avec un opérateur, qu'il soit Microsoft ou un autre, la vraie question c'est de savoir est-ce que techniquement cette donnée qui a été attribuée, qui est traitée, qui peut être restituée sous une autre forme, est-ce qu'il y a vraiment réversibilité? Je crois que c'est une question qu'on doit se poser au niveau de l'éducation nationale, parce que le problème de ces compagnies, finalement, ils ont bien compris que le stockage pouvait se faire n'importe où, tant chez eux qu'ailleurs. Et ils essaient de mettre de la valeur ajoutée ou de rajouter des surcouches pour faire en sorte que justement, par les surcouches qu'ils proposent, on soit en fait dans l'incapacité d'avoir une restitution et de changer d'opérateur, et donc de fait de créer une sorte de monopole et d'incapacité ensuite à faire évoluer le marché. Je pense que c'est quelque chose qu'on doit peut-être traiter, hein, c'est des éléments de réflexion qu'on doit avoir. La notion de réversibilité quand on s'engage dans ce type d'opération est importante. Est-ce qu'il y a une autre question? J'ai juste complété, effectivement, il faut qu'on se prépare, notamment dans le monde de l'éducation, à avoir des associations qui vont aller au Conseil d'État et qui vont demander à ce que nous n'utilisions pas ou plus ces logiciels qui captent les données et peuvent les traiter en dehors de l'espace européen. Et donc, effectivement, la réversibilité, mais il faut qu'on le prévoie tout de suite, parce que le jour où une décision de justice arrive, elle s'applique immédiatement. Si le Conseil d'État avait décidé en référé en urgence de changer le HDH, il aurait fallu le faire dès le lendemain. On l'a bien vu avec la décision de la Cour de justice sur le Privacy Shield. Dès le lendemain, les grandes plateformes américaines ont commencé à dire « Mais oui, mais on va fonctionner comment ? Parce qu'on ne sait pas faire. » Et je rappelle le communiqué de presse de Facebook disant « On va continuer à exporter nos données pour les traiter aux États-Unis parce qu'on ne sait pas faire autrement. Et si vous nous demandez vraiment d'arrêter, on va peut-être se poser la question de sortir de l'Europe. » Ils ne l'ont pas dit comme ça, mais vraiment, ils l'ont dit comme ça, sans vraiment le dire comme ça. Bon, en gros, oui, c'est chiche. Oui, chiche, 500 millions de consommateurs, chiche. Partez, parce que ce n'est pas le fisc qui va aujourd'hui pleurer, vous leur payez rien. Il n'y a que les Irlandais qui vont hurler, mais ça, c'est pas grave. À la rigueur, on retrouvera un système fiscal européen, à ce moment-là, peut-être plus simple, plus rapidement que ce qui était prévu. Et voilà, on est dans des positions aussi de géostratégiques qu'il va falloir qu'on puisse renverser. Alors, on ne le fera pas avec nos petits bras de parlementaires, avec simplement un rapport. Mais si on peut aider à l'émergence de géants européens qui commencent à challenger les plus gros, et qu'on dit aux plus gros, attendez, faites attention, voilà, on va voir. On a quelques commissaires européens qui nous empêchent d'être sous leur enveloppe. On a vu avec la fusion Siemens et Alstom, c'était net, et puis après on autorise les Chinois à acheter une entreprise allemande de ferroviaire. On est quand même les bisounours. Et ce qui manque en Europe, c'est du courage politique. Sur le cloud, on a eu sur le cloud souverain avec Numergy et CloudWatt, ils n'ont jamais eu une commande publique. Alors qu'il y a des petits pays en Europe qui disaient OIV, cloud souverain. Pourquoi on ne l'a pas fait? Pour aller plus loin, moi, il y a une inquiétude là ma plus grosse inquiétude aujourd'hui, c'est sur le rachat d'ARM par Nvidia. On est en train de laisser partir un des plus gros fournisseurs de puces pour notre industrie de puces, même française, même ST Microelectronics fonctionne avec les puces ARM. Et on est en train de les laisser partir en même temps que les Anglais, c'est pas grave, mais on est en train de les laisser partir aux États-Unis. Et si les États-Unis décident un jour de nous faire à nous ce qu'ils sont en train de faire à Huawei, on va se retrouver comment ? Sans rien. Et la notion de licence, on ne la connaît pas. C'est quelque chose qui vient des États-Unis, on ne sait pas trop la manier. Donc là aussi, il faudra que nous, on pense, dans le cadre de la mission, à ce qu'on puisse utiliser des licences, comment est-ce qu'on peut fonctionner, comment est-ce qu'on peut éventuellement contrebalancer des licences demandées par les États-Unis. C'est un gros boulot, on ne fera pas tout en un an, mais qu'au moins on attire l'attention de tout le monde sur le sujet, qu'on fasse de la notoriété sur ce sujet-là, pour que derrière nous, il y ait d'autres personnes qui travaillent sur ce point-là. Alors, vraiment 2 minutes, parce qu'ensuite, on doit sortir pour les questions sanitaires entre deux tables rondes. Il y a un fournisseur de premier plan français, OIV, répond à un appel d'offres d'un OIV avec du matériel Huawei. Alors, c'est bien le code des marchés publics. Le code des marchés publics tel qu'il est fait, eh bien, on est complètement pieds-poignets et on achète le moins cher. Donc, on met du Huawei. Alors qu'on est OIV, et où est la souveraineté numérique? Et je crois que si on continue à discuter dans des salons comme ça, dans 20 ans, on est toujours au même point. Nous avons le vrai problème. Sur les marchés publics, c'est pas que sur la partie du numérique. Effectivement, le code des marchés publics aujourd'hui est fait de telle façon qu'on va systématiquement
au moins cher et à celui qui fournit le plus rapidement ce qu'on a demandé. Bon. Et on n'a pas la possibilité trop, dans le Code des marchés publics, de mettre des critères de pondération, qui peuvent être des critères locaux. Et c'est valable pour la crèche ou pour la cantine. Il a fallu qu'on mette dans la loi l'obligation de communes d'utiliser des produits soit bio, soit de proximité, pour qu'on puisse le faire et que les communes puissent passer des commandes aux agriculteurs ou aux entreprises agroalimentaires de leur propre secteur. Il va falloir qu'on le fasse aussi pour les marchés publics nationaux sur ce type de fourniture. Mais c'est avec les Chinois, pareil. Donc il va falloir qu'on réinvente tout ça. Oui, c'est une certitude. Merci beaucoup à tous. C'est évidemment un chantier d'envergure et au-delà de se retrouver dans des salons pour dialoguer ensemble et partager, on suivra évidemment les travaux très concrets qui seront portés au sein de l'Assemblée nationale. Merci à tous d'avoir été présents, évidemment aux Assises. Excellente fin de semaine et à très bientôt à Paris ou à Monaco, selon vos situés. Merci à tous.